La nuit des contes présente les contes de la couleuvre. Graines de misère et pommes de chagrin. Par Jeanne Rochemazon. Il était une fois un brave garçon de campagne, un peu nigaud, un peu sotiot, qui n'avait pas trop bien son compte, ainsi qu'on dit de nos côtés. Ses parents pourtant le voyaient autre et souhaitaient en faire un monsieur. Dès ses plus petites années, au lieu de l'envoyer à la queue des vaches avec la marmaille du bourg, ils voulaient qu'il passât ses jours à lire ou à chanter chez le curé. Quand il leur fut bien prouvé qu'il n'apprendrait pas le latin et ne pourrait entrer en prêtrise, ils le placèrent à la ville au service d'un apothicaire, lequel s'occupait aussi de physique et de toutes sortes de sciences cachées. Le garçon demeura là jusqu'à 20 ans. Il oublia les choses champêtres, ou du moins ce qu'il en avait su, mais il n'acquit pas grande connaissance à la place. Quant à son esprit, il ne l'aiguisa point. Enfin son maître le congédia, et il revint dans son pays natal avant de chercher une autre condition. Dans la même poche que l'argent de ses gages, il rapportait une bonne dose de suffisance. Il méprisait ses anciens camarades à cause de leur façon rustique. Il n'avait à la bouche qu'alchimie et médecine, et laissait volontiers entendre qu'on s'initiait à de fameux secrets chez son patron l'apothicaire. Bien entendu, il se croyait vu de bon œil par chacun, et un soir, au sortir d'une veillée, comme il marchait auprès de la fillette du village la plus avenante et requinquée, l'idée vint au nigaud de se faire agréable. Il se prit donc à dire, en mettant le poing sur sa hanche: je connais un monsieur de la ville, belle Mariette, fort versé dans la physique, et qui s'appelle Toussaint Grumeau. C'était là son nom à lui-même. Si ce savant découvre la fleur d'amitié, il la plantera sous votre fenêtre. Là-dessus, la jolie Mariette lui rit au nez, de tout son cœur. Cultive plutôt la graine d'esprit, mon bonhomme, lui dit-elle. Elle pourrait te faire besoin dans la vie. Les commères qui venaient derrière eux l'entendirent et commencèrent à rire aussi. Toussaint s'en offensa si bien qu'il devint rouge comme une écrevisse cuite. Il se remémora des paroles ouïes jadis et répliqua du haut de sa tête: prends garde que je n'ai la graine de misère et que je la sème dans ton jardin. Puis il partit à grands pas d'un air fier, tandis que la compagnie s'esclaffait. Toussaint, le lendemain, ne pensait plus à sa menace mystérieuse, quand la sœur puinée de la Mariette, une petite noiraude très maligne, vint lui demander des nouvelles de la graine de misère, et s'il comptait bientôt faire un semis. Les enfants du village hantaient tout le pas de sa porte, prétendant ne pas manquer le spectacle de ses sorcelleries. Cela le mit fort dans l'embarras, car il ne possédait nul grimoire, que ce fût de magie noire ou de blanche. Il croyait que de grands mots tout seuls suffiraient à le mettre en crédit. Mais il s'était trop avancé, et il s'avisa bientôt qu'on ne l'en tiendrait pas quitte à moins d'un vrai tour de docteur. Jusqu'au père Grumeau, qui eut vent de l'histoire, et dit un matin, sans regarder son fils, en s'accoudant devant la soupière: m'est avis que ceux qui savent quelque chose feraient bien de le montrer quand ils s'en sont une fois vantés, et que ceux qui ne savent rien feraient mieux de veiller sur leur langue. Ce midi-là, Toussaint prit sa résolution. Sitôt sa soupe mangée, et s'en fut trouver une vieille femme pauvre, nommée la Simone Prinquet, qui passait pour une bonne charmeresse. Comme il n'était guère au fait des alliances du pays, il ne reconnut pas dans cette ancienne la propre grand-tante de Mariette, et il lui conta son affaire tout du long. La Prinquette l'écouta gravement, en épluchant des girolles qu'elle venait de cueillir dans le bois. « Je te croyais grande physique, mon gars, lui dit-elle quand il eut fini. Qu'est-ce que tu veux d'une pauvre remégueuse comme moi? C'est justement le point, ma mère, fit Toussaint en se rengorgeant. Mes philtres et charmes sont très terribles. Il me faut de la petite graine de misère, d'une espèce tout à fait vulgaire, d'où sorte du désagrément, mais pas jusqu'à détruire ou estropier ce que fait la mienne à tous les coups. Tout en s'expliquant par contenance, il faisait rouler du doigt une petite boule grisâtre, luisante et comme régulièrement côtelée, qui traînait sur la table parmi les débris de champignons. « Ne l'écrase pas, mon garçon, dit la vieille. Tu vas me trouver radoteuse, mais bête ou plante, ce qui a la vie pour soi, je ne peux souffrir qu'on le décarcille sans raison. Est-ce donc une semence précieuse? Dit Toussaint.
tout confus. « Excusez si je l'ai gâtée, ma bonne mère, je la connais, j'en suis certain, mais j'ai tant de belles sciences dans la tête que je perds de vue ces détails villageois. » La petite vieille cligna de l'œil avant de lui répondre. « Ceci, mon confrère, dit-elle en hochant le menton. Hé, ce n'est rien de moins que cette graine de misère que tu demandes. Elle est bien de la basse sorte, indigne d'un négromant comme toi, mais elle suffira pour Mariette. Viens seulement sous mon hangar, je vais t'en faire une provision. » Elle le laissa à l'entrée du bûcher, et à genoux, le dos tourné, elle se mit à remuer les plus vieilles souches, à demi enfoncées dans le sol. Au revers de leur écorce, qui se détachait par plaques, elle recueillit quelques douzaines de boulettes grises ou noires, grosses comme des avets de chapelet, et elle les mit dans une boîte à épingles. « Et maintenant écoute bien, mon petit Toussaint, lui dit-elle, quand il eut empoché la boîte en échange de 2 écus. « Tu te souviendras que cette graine aime la justice, et ne s'occupe point des gens s'ils ne méritent ma l'encontre. Je ne serai nullement fautive si tu la vois s'en sauver plutôt que de pousser chez Mariette. Tout ce que je puis, c'est apprendre comment on la plante pour le mieux. » Cette nuit-là, Toussaint Grumeau, suivant les conseils de la vieille, attendit que la lune fût levée. Alors il se glissa dans le jardin de Mariette, tenant d'une main sa boîte magique et de l'autre une rouette de coudrier. Au milieu d'une plate-bande, en face des fenêtres de la belle, il traça 3 sillons en terre avec des branches. Puis il secoua 3 fois la boîte fermée en disant « Graine de misère, grenille amère, graine de misère, demeure en terre, graine de misère, germe en misère. » Et il acheva son semis comme de coutume. Il tremblait cependant, parce qu'une chouette, perchée dans le poirier, ululait à la lune, et qu'un jeune chaton noir, sorti de quelque fenil, s'obstinait à se frotter contre ses jambes. Les dents lui cliquetaient un peu, et il se hâtait pour finir. Mais lorsqu'il voulut, ainsi qu'on le lui avait commandé, refermer les sillons du bout de sa rouette, il se sentit défaillir d'épouvante. Toutes les graines s'étaient déroulées au contact de la terre humide. De petites pattes noires leur poussaient à chacune, et elles s'enfuyaient de droite et de gauche, trottant comme des esprits diaboliques. Elles semblèrent à Toussaint s'unir et marcher en armée contre lui. Il se mit à courir, poussant des cris aigus, les basques de son habit au vent. Tandis qu'il se sauvait, il pensa entendre sonner à ses trousses le galop de 100 000 lutins en chasse. Il pensa voir aussi 3 vieilles, assises sur la barrière d'un pré, leurs coiffes se découpant en noir devant la lune. Elle ressemblait à sa sorcière et aux 2 grands-mères de Mariette. Mais parce qu'il allait vite et que la peur lui troublait la vue, il n'en fut pas bien assuré. Le lendemain, pourtant, au grand soleil, il ne lui restait en tête que la honte de son coup manqué. Il se gourmanda, prit courage et retourna fièrement chez la Simone Prinquet. « Ton charme d'hier soir n'était qu'un sot, ma bonne, » lui dit-il, le nez froncé. « Fournis-moi du meilleur si tu ne veux pas qu'il t'en cuise. Je souhaite un charme qui ne résonne pas et qui se soumette à mes ordres sans se mêler de porter jugement sur les personnes. » La Prinquette l'écoutait bien humblement, les yeux baissés, et elle se pinçait la bouche au coin, sans doute par confusion grande. « Je m'en vais te chercher la pomme de chagrin, mon maître, » finit-elle par dire à Toussaint. « C'est ce que tu veux, bien entendu. Et tu n'ignores pas que c'est un charme rare, qui coûtera gros à ta bourse. » Mais Toussaint Grumeau n'en fut pas à quelques écus près, et à la nuit tombée, la Simone lui apportait sous sa mante un petit panier d'osier qui n'avait pas l'air bon chrétien. Elle le secoua 3 fois avant de lever un coin du mouchoir bleu qui le couvrait, et Toussaint put voir entre des ramilles une pelote couleur d'herbe sèche, grosse comme un œuf de dindon, et plus hérissée de piquant qu'une pomme stramoine ou une châtaigne en coque. Il n'avait plus qu'à porter le tout dans le jardin de la belle Mariette, mais il se sentait en défiance depuis l'aventure de la veille. « J'ai toute la nuit devant moi, se dit-il. Pourquoi ne pas mettre cette pomme à l'épreuve ?» Là-dessus, il rentra chez lui, son petit panier au bras. Il avait fait son lit au fond de la grande salle, sous de vieux rideaux d'indienne rouge. Ses parents couchaient dans la chambre d'arrière, et comme il devait se lever le matin de bonne heure pour aller au marché de la ville, il s'était déjà retiré. Toussaint ne se souciait pas trop de se trouver seul dans l'ombre, avec un fruit de maléfice.
Avant de fermer la porte et de souffler la chandelle, il fit donc entrer son chien, qui était de fort espèce et bon gardien, et il le prit avec lui sur son lit, où il se jeta tout habillé pour être prêt à l'événement. Il y avait un reste de feu dans la cheminée. Pendant un moment, les flammes dansèrent, si bien que le garçon pouvait voir clairement la salle déserte. Tout y était préparé pour le départ de ses parents. La capiche de sa mère bien étalée sur sa chaise, sur une autre le parapluie bleu, la grosse canne et la blouse du père Grumeau, une jatte de fraises au bord de la table, des corbeilles de pêche et de prunes alignées à terre auprès de la cruche à eau, une manne pleine d'œufs, 6 livres de beurre enveloppés de feuilles vertes et une douzaine de fromages dans un pot. Mais Toussaint n'avait Dieu que pour son petit panier couvert qu'il avait posé près des autres, le dernier de la longue rangée. Tout à coup, les tisons s'écroulèrent et la nuit se fit toute noire, sauf un reflet rouge aux solives. Toussaint sentit son cœur battre et serra le collier du chien dans sa main, car un petit bruit s'élevait du panier. Le bruit se fit plus net, comme si la pomme épineuse s'était animée par miracle et s'évertuait pour sortir de prison. Enfin, elle se laissa tomber sur le carreau, et elle y commença une promenade en poussant de grands grognements d'aise. Le chien aboya, arracha son collier et se lança soudain dans la pièce. Patatras! Il donna dans la cruche à eau, qu'on entendit éclater en morceaux. Toussaint sauta du lit pour arrêter le chien, mais si malencontreusement qu'il mit le pied au milieu du beurre. Il chancela, crut se rattraper à la table et renversa sur lui les fraises. Le saisissement le rejeta en arrière, ce qui l'assit dans la manne d'œufs. Le chien s'était piqué en voulant mordre la pomme. Il jappait et bondissait de rage. Une chaise s'abattit sur les genêts. La capiche de la mère Grumeau se prit à flamber avec une grande clarté jaune. Toussaint criait, la tête perdue. Il ne se relevait de son omelette que pour s'agenouiller dans le fromage ou s'étaler à plat ventre sur les pêches. Mais le père Grumeau, bien qu'un peu sourd, finit par venir au vacarme. Quand il vit le saccage de ses provisions, et sa blouse qui brûlait avec son parapluie, et son fils tout gluant de beurre, d'œufs, de fromage et de fruits écrasés, qui trébuchait et hurlait entre les paniers bouleversés, le bonhomme ne demanda pas d'explication. Il saisit sa canne, qui était sauve, et battit Toussaint comme blé en grange. Puis il ouvrit la porte d'un coup de pied, et il pria la physique d'aller continuer ailleurs ses expériences. Toussaint s'échappa en se frottant les côtes, bien rondiné, bien ramé, mais plus content qu'on ne saurait dire. Sous la bastonnade, il avait trouvé moyen de ramasser sa pomme magique et ne doutait plus désormais de ses mérites. Les corrections s'en échappaient cuisantes, comme guêpes en rage de leurs guêpiers. Il l'eut vite installé dans le potager de Mariette, et il s'en revint achever sa nuitée sous le hangar, tantôt geignant de ses épaules cotties, tantôt riant et se réjouissant aux pensées de la jolie volée qui le revancherait de sa belle avant l'aube, et le mettrait en honneur dans le pays. Le lendemain, de grand matin, il vit venir vers lui le père de Mariette, qui balançait un gros gourdin de pruniers sauvages avec ses nœuds tout le long de la tige et ses piquants épineux, façonnés en manière d'ornement. « Sais-tu bien que je t'ai vu cette nuit, mon gars ?» lui dit-il. « Et mêmement la nuit dernière, quand tu es entré dans notre jardin. » Le pauvre Toussaint, tout tremblant, se collait au battant de la porte, flairant une seconde raclée qui acheverait de lui rompre les os. Mais le voisin fit passer le bâton derrière son dos et lui tendit sa main large ouverte. « Et je t'en remercie de tout cœur, » reprit-il. « On t'aura dit que les limaces rongent ma salade. Rien ne pouvait mieux me convenir qu'un hérisson. » Là-dessus, le père Grumeau sortit de la maison, appuyé sur sa terrible canne, et demanda de quoi il s'agissait. Le voisin lui en fit le compte, puis il se tourna de nouveau vers Toussaint. « Il aurait fallu me le dire, mon gars, » reprit-il en caressant son gourdin. « Il aurait fallu me le dire que tu trouves mes filles à ton goût, au lieu de nous faire des politesses la nuit, ce qui peut prêter à jaser. La Mariette n'est pas pour ton museau, mais sa petite sœur te prendra bien. Je sais qu'elle est un peu noiraude, qu'elle a le nez de travers et la bouche grande, mais je la crois espritée pour deux. Et c'est ce que tu dois rechercher en mariage, ton père te le conseillera comme moi. Si tu es de notre avis là-dessus, nous ferons la noce dans un mois. » C'est ainsi que se maria Toussaint Grumeau, sous la menace de 2 bâtons, pour s'être voulu mêler de magie. Mais il n'eut pas à le regretter. Sa femme le rendit heureux.
et elle avait la langue si preste pour répondre aux mauvais plaisants, qu'on cessa bientôt dans le village de parler mille pâtes et hérissons, graines de misère et pommes de chagrin.